Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet complexe et souvent mal compris, les troubles bipolaires. L'idée, c'est vraiment de démystifier tout ça, de voir ce qu'il en est, en se basant sur des informations claires et précises. Alors, commençons par une question que franchement tout le monde s'est déjà posée. Avoir des hauts et des bas, c'est normal, non? Ça fait partie de la vie. Mais alors, où est la frontière? À quel moment est-ce que ça bascule d'une humeur qui change à un vrai trouble clinique? Pour y voir plus clair, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce que c'est au juste l'humeur. Et pour ça, la définition qui nous est donnée est assez poétique. Il faut imaginer l'humeur comme une sorte de lumière qui colore notre état d'esprit. C'est un peu le filtre à travers lequel on perçoit le monde. Parfois, il nous fait voir la vie en rose, et d'autres fois, tout en noir. C'est vraiment la toile de fond de nos émotions au quotidien. Ok, donc, qu'est-ce que l'humeur? On établit une base pour nos émotions. Mais alors, la grande question, c'est si cette humeur fait partie de nous, à quel moment ces variations deviennent-elles un problème médical? Eh bien, on parle de troubles de l'humeur quand ces fluctuations ne sont plus de simples réactions à ce qui nous arrive. Là, ça devient une véritable maladie. Une maladie psychiatrique sérieuse qui affecte la capacité à ressentir une humeur normale et qui a un impact énorme sur la vie de tous les jours. Et qui dit maladie, dit besoin de traitements spécifiques. On arrive maintenant au cœur du sujet. Au-delà des hauts et des bas, qu'est-ce qui fait qu'on passe dans la catégorie troubles cliniques? Parce que la différence, ce n'est pas d'avoir des hauts et des bas, c'est leur nature qui change absolument tout. Le mot-clé, il est là, la disproportion. C'est ça qui fait toute la différence. Dans le trouble bipolaire, les changements d'humeur ne sont plus de simples vagues. Non, là, on parle de tsunamis. Des tsunamis émotionnels, aussi bien en termes de durée que d'intensité. Et attention, ce n'est pas une maladie rare. On estime qu'elle touche entre 1 et 8% de la population. C'est énorme. On l'appelait avant la maladie maniaco-dépressive. Il faut bien comprendre que c'est un trouble biologique sévère, lié à des modifications dans la chimie du cerveau. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. La gaieté devient une euphorie exagérée, la tristesse se mue en dépression. On voit bien la transformation. Les émotions normales sont comme poussées à l'extrême jusqu'à devenir complètement déconnectées de la réalité que vit la personne. C'est d'ailleurs de là que vient le terme bipolaire. Il fait référence à ces deux extrêmes. Ce sont les deux pôles opposés de l'humeur qui caractérisent la maladie. D'un côté, l'euphorie de la manie, et de l'autre, le désespoir de la dépression. D'accord, mais alors, comment on pose le diagnostic? C'est une question essentielle parce que c'est souvent très complexe et ça peut prendre pas mal de temps. Comment un médecin fait-il pour identifier ce trouble avec certitude? Alors, une chose très importante à comprendre, il n'existe aucun test de laboratoire, pas de prise de sang, pas de scanner, rien. Le diagnostic est ce qu'on appelle clinique, c'est-à-dire qu'il se base uniquement sur l'observation et la description d'un ensemble de symptômes qui arrivent en même temps. Et ce paquet de symptômes, c'est ce qu'on appelle un épisode. Les médecins vont donc chercher à identifier 4 grands types d'épisodes. Il y a l'épisode maniaque, l'hypomaniaque, qui est une sorte de manie moins intense, l'épisode dépressif majeur, et enfin l'épisode mixte, où on retrouve un peu des deux en même temps. C'est l'alternance entre ces états qui va définir le trouble. Allez, on commence par le pôle haut, l'épisode maniaque. C'est une période d'énergie complètement débordante, une humeur au sommet. On parle d'une exaltation qui va bien au-delà de la simple joie. Concrètement, la personne se sent invincible, elle a une estime d'elle-même gigantesque, le besoin de sommeil, il peut quasiment disparaître. Elle parle sans arrêt, très vite, les pensées fusent dans tous les sens, c'est la fuite des idées. Tout ça mène à une agitation permanente et surtout à des comportements à risque, comme des dépenses folles ou une conduite dangereuse. En bref, c'est une perte de contrôle. Et maintenant, on bascule complètement. On passe à l'autre pôle. Après l'énergie débridée de la manie, vient souvent le vide immense de la dépression. C'est une chute libre, vertigineuse, vers une tristesse et un désespoir abyssaux. Là, c'est le miroir inversé de la manie. L'énergie a totalement disparu, remplacée par une fatigue écrasante. Le plaisir n'existe plus, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. On se sent nul, coupable de tout. Les pensées ralentissent, deviennent sombres et peuvent malheureusement aller jusqu'à des idées de suicide. C'est un état de souffrance extrême. Quand on les met côte à côte comme ça, le contraste est saisissant. D'un côté, l'humeur au plafond, une énergie folle, on se sent le roi du monde. De l'autre, la tristesse, l'épuisement total, le sentiment de ne rien valoir. C'est cette oscillation hyper violente entre les deux qui est vraiment la signature du trouble. D'accord, on a décrit les symptômes, mais la vraie question c'est comment vit-on avec ça? Comment trouver un chemin vers la stabilité? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. Il existe des traitements et des stratégies vraiment efficaces pour gérer ces cycles et retrouver un équilibre.
Mais avant ça, il faut bien comprendre une chose. Ce chiffre, 95%, c'est le taux de récidive, de rechute, si la maladie n'est pas traitée. C'est un chiffre énorme et ça montre à quel point c'est une maladie chronique qui demande une prise en charge sur le long, très long terme. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est quelles sont les solutions? Et la réponse, ce n'est pas une pilule miracle, mais plutôt une approche globale, sur plusieurs fronts et surtout personnalisée. Le traitement repose sur plusieurs piliers. Le premier, ce sont les médicaments, les régulateurs de l'humeur. C'est la base, c'est essentiel. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi la psychoéducation, qui consiste à apprendre à connaître sa maladie, à repérer les premiers signes d'une crise. Ensuite, la psychothérapie, pour avoir des outils pour gérer le quotidien. Et enfin, une chose fondamentale, une bonne hygiène de vie, avec un sommeil et des activités régulières. Et le mot d'ordre dans tout ça, c'est la régularité. L'observance du traitement, c'est le fait de le suivre à la lettre, tous les jours, même quand on se sent bien. C'est souvent le plus difficile, mais c'est la clé absolue pour éviter les rechutes et garder un équilibre durable. Et on termine sur cette note qui est vraiment un message d'espoir. La source est claire. Une personne qui est bien traitée et bien entourée a de grandes chances de voir ses crises s'espacer. Ça veut dire qu'avec le bon traitement et le soutien des proches, il est tout à fait possible de maîtriser la maladie, de la stabiliser et de mener une vie pleine et satisfaisante. Ce qui nous amène à une dernière question, une question qui nous concerne tous en fait. Comment peut-on, collectivement, mieux soutenir les personnes qui doivent naviguer entre ces extrêmes? Parce qu'au-delà des médicaments, la compréhension, l'empathie et le fait d'arrêter de juger, c'est un pilier du traitement tout aussi essentiel.